Découvrir l'Iran, c'est effectuer un voyage dans le temps aux prémices de notre civilisation, où jadis l'Empire perse dominait le monde connu. Devenu République islamique d'Iran, le pays a vécu des heures sombres, mais il offre aujourd'hui un visage plus apaisé et aux multiples facettes. Celui des délicates céramiques bleues des monuments religieux d'Ispahan, de la grandeur de Persépolis ou des richesses de Shiraz. Ici, l'hospitalité n'est pas un vain mot. Et du fin fond des montagnes du Zagros jusqu'aux portes du désert, les Iraniens nous ont ouvert leurs portes pour un dépaysement magnifique. Téhéran, la capitale, est devenue en quelques années une mégalopole de 8 millions d'habitants. Contrairement aux autres grandes villes d'Iran, c'est une ville récente où l'histoire n'a laissé qu'une empreinte relative. La tour Azadi est un des symboles de Téhéran. Elle date de 1971, mesure 45 mètres de haut et elle est recouverte de 25 000 plaques de marbre blanc d'Ispahan. Perses, Azéris, Gilaki ou encore Kurdes, la population de l'Iran aujourd'hui est le résultat de près de 5000 ans d'histoire qui remontent aux prémices de la Mésopotamie. Au cœur du centre historique de Téhéran, le palais du Golestan est l'un des plus anciens ensembles de Téhéran, construit à l'origine par la dynastie safavide dans la ville historique fortifiée. Après la construction d'extensions au XIXe siècle, le palais fut choisi comme résidence royale et siège du pouvoir par la famille dirigeante Kadjar. Le Golestan incarne à l'époque un nouveau style, combinant les arts et l'artisanat persan traditionnel, avec des éléments de l'architecture et de la technologie européenne du XVIIIe siècle. Le Talar et Salam était le salon de bienvenue, avant d'avoir été la salle du trône. Des sculptures d'une grande finesse accompagnent un travail d'orfèvre autour de pierres précieuses. Les jardins dans les palais iraniens jouent toujours un rôle esthétique important. Un peu à l'écart, l'Emara Badjir est un des plus vieux bâtiments du palais du Golestan. Il a été construit à l'époque du Shah Fatali. Il a connu plusieurs modifications pour ensuite être surtout utilisé l'été en raison d'une ventilation intelligente et efficace. À proximité, dans le centre-ville, les accès au bazar sont en permanence animés. Le bazar est un acteur central du commerce en Iran. Selon les estimations, 8% de l'économie du pays circule par le bazar, qui est plus qu'un simple marché. Sorte de vaste bourse informelle où les prix des principales marchandises y sont déterminés sur place. La ville a grandi trop vite. Les infrastructures n'ont pas encore toutes suivi et les embouteillages sont à la hauteur de la taille de la capitale. Nous partons vers le nord de la ville. Le site culturel du Sad Abad est assez étonnant. Il met en valeur plusieurs résidences royales d'été qui étaient fréquentées sous le règne des Pahlavis. Pendant la Révolution, tous les lieux qui faisaient référence aux différentes dynasties qui ont régné sur le pays étaient honnis. Aujourd'hui, comme Téhéran est une ville jeune, ces bâtiments comme le Palais Vert sont quasiment les seuls patrimoines historiques existants. Ils ont donc été mis en valeur et sont largement visités par une population curieuse de l'opulence de ces résidences. Le palais Mela a surtout été occupé par le Shah Mohammed Reza et la reine Farah. Il avait été construit par son père en 1937. Il servait de résidence d'été où l'on organisait des réceptions dans la dizaine de salons. Plus bas dans la ville, le palais Niavaran est la résidence où le dernier Shah a passé plus de 10 ans de son règne. Un style très années 60, mais fonctionnel, avec des tapis magnifiques qui étaient associés à des meubles de style européen, sans pour autant négliger une influence napoléonienne manifeste.
Dans les quartiers plus récents, la lente ouverture que connaît le pays se traduit aussi par l'émergence de cafés à l'européenne. Téhéran est à une altitude moyenne de 1200 mètres. La ville est entourée de montagnes, et c'est en hiver que l'on perçoit le mieux cette évidence. Une des destinations privilégiées des habitants, c'est le mont Toshal, qui est desservi par un long télécabine qui part du pied de la capitale. On atteint le sommet par 2 tronçons. Et déjà au premier arrêt, l'ambiance a complètement changé. La neige et le froid sont bien présents. C'est le point de départ pour de longues randonnées quand les conditions climatiques le permettent. Le sommet du mont Toshal est à 3964 mètres d'altitude. La ville a laissé la place à une petite station de ski. Plusieurs télésièges permettent de profiter des pentes et de la neige. L'ambiance n'a rien à envier à d'autres stations de ski à travers le monde. Derrière le Toshal, plus au nord, la chaîne de l'Arboz s'étend à travers de magnifiques vallées. Au loin se dessine le mont Damavand, avec son cône quasi parfait qui culmine à 5671 mètres, un des symboles de l'Iran. Dizin est la station de ski la plus connue et la plus ancienne d'Iran. À 2650 mètres d'altitude, elle bénéficie d'excellentes conditions de neige et possède plusieurs télécabines et télésièges. On y vient de Téhéran pour la journée. Pendant le week-end, les pentes et la station sont souvent très fréquentées. Dans la vallée adjacente, Darbansar et Shemshak sont des stations qui s'appuient sur le mont Séchi. Grâce à des pentes assez marquées, elles connaissent un certain succès. Là encore, on retrouve l'ambiance de petites stations de ski bien éloignées des préoccupations de la capitale, qui n'est qu'à 2 heures de route environ. En prenant la route vers le nord du pays, la ville de Qazvin fut par le passé la capitale de l'Empire perse au XVIe siècle. Aujourd'hui plus connue pour ses experts en calligraphie, on y vient aussi en pèlerinage pour prier sur la tombe du fils d'un imam, l'imam Zadeh Hussein, très important chez les chiites. Le mausolée a été construit au XIVe siècle, reconstruit plus tard sous les Safavides et complété au XIXe siècle par un grand portail Qadjar décoré de céramique. Les dignitaires religieux ou les personnes très pieuses ont le droit, comme aujourd'hui lors de leurs funérailles, de pouvoir approcher le tombeau. Le cénotaphe se trouve sous la coupole, au centre d'une pièce décorée d'une mosaïque de miroirs. En poursuivant la route vers le nord, on arrive sur les plages de la mer Caspienne, une région particulièrement humide où le soleil se fait désirer. La pêche a été régulée par les autorités. Pour ce mois de mai, c'est déjà terminé pour plusieurs semaines. La saison balnéaire n'a pas encore commencé.
Autour du port d'Anzali, qui est le plus important de la côte nord, l'activité est soutenue. Quelques pêcheurs jettent quand même des filets. À la grande époque, Anzali était aussi un lieu de production important de caviar. La visite du port en canot à moteur reste une attraction. En fin de journée, dans le village voisin de Funan, c'est l'affluence. On y prépare une spécialité locale, le koulouche, un biscuit fourré de noix et de sucre. La pâte est d'abord longuement pétrie. Puis on prépare le biscuit en y ajoutant dans le même temps la pâte de noix. Avant de l'enfourner pour quelques minutes, on y imprime une décoration en relief. La région de Guilane est le grenier et le verger du pays. Grâce à cette humidité, on y cultive notamment du riz. Un peu plus loin dans la plaine, ce sont les plantations de thé qui occupent le terrain. Les récoltes ont commencé depuis la fin avril. Malgré la pluie, les cadences sont soutenues pour un thé noir assez rustique qui, dans ses arômes, s'apparente à celui que l'on trouve en Turquie. Ali Farza travaille pour le compte du propriétaire de ces terres et prépare les sacs qui vont partir vers l'usine. Nous commençons les récoltes habituellement à la fin avril. On en a en général pour une vingtaine de jours. On arrête ensuite pendant 3 semaines, à 1 mois, et là on refait une dernière récolte. Chaïcho est une des nombreuses usines de transformation de thé des environs. Les cueillettes du jour sont acheminées à l'étage où elles vont sécher. On boit beaucoup de thé en Iran, mais les récoltes de toute cette région couvrent à peine la demande locale. Le reste du pays importe du thé qui vient d'Inde ou du Sri Lanka. Habib Askari, le manager, n'a pas besoin de rechercher des débouchés pour son thé. Il se vend facilement. En Iran, en général, pour démarrer la journée, on commence par une tasse de thé. C'est une tradition. Et ici, dans le nord de l'Iran, on ne produit du thé que pour les gens de notre région. En quittant les plaines pour grimper dans la chaîne de l'Elbourz, on atteint des villages caractéristiques de cette région de Guilane, comme ici à Massoulé. Située à 1000 mètres d'altitude, l'architecture de Massoulé est unique. Les bâtiments ont été construits à flanc de montagne et sont reliés entre eux. Les cours et les toits servent d'espace piéton de la même façon que les rues, puisque le toit d'une maison sert de cour à la maison qui est située au-dessous. Ici, on parle le gilaki, le dialecte local qui possède beaucoup de racines caucasiennes.
Au centre du village, on vient prendre un thé accompagné de pain frais avant de débuter la journée dans les champs. Au dernier recensement, on comptait 550 habitants répartis en 180 familles. Peu de choses ont changé depuis les origines du village, qui remonteraient au Xe siècle. Le forgeron, quant à lui, est particulièrement actif. Il s'occupe de tous les outils utilisés dans les champs des environs. Nous partons maintenant pour le centre du pays, à Ispahan. Depuis 3 siècles, ce pont-barrage régule le fleuve et rythme la vie de la cité. Avec ses 24 arches et ses 132 mètres de long, le Radjou est le pont le plus célèbre d'Iran. Du XVIe au XVIIIe siècle, Ispahan, situé au centre du pays, a été la capitale des Shahs. C'est une étape obligatoire et quasi initiatique pour tout voyageur en Iran. Loué par des générations de poètes comme le joyau de la Perse musulmane, sa réputation n'est pas usurpée. Connue autrefois sous le nom de place du Shah et aujourd'hui de place de l'imam Khomeini, elle est une des plus grandes places du monde, sans doute une des plus belles. La visite de cette place où on jouait jadis au polo se fait selon la tradition en calèche. Elle est entourée de splendeurs architecturales, comme le palais d'Ali Kapou, ou encore comme la mosquée du Shah, et comme la mosquée du Cheikh Loftala. Elle a été achevée en 1619 après 16 ans de travaux. Construite de manière inhabituelle, sans minaret, sans cour intérieure, elle était réservée à un usage privé de la famille royale. Cette splendeur architecturale, Ispahan la doit à Shah Abbas Ier, le grand roi séfévide qui attira à sa cour les meilleurs architectes, artisans, sculpteurs, céramistes, dont certains venus d'Europe, de Chine et d'Inde. La coupole est en tout point remarquable par la finesse de sa décoration, par les teintes pastel que la lumière du jour fait varier en fonction de la hauteur du soleil. Le mihrab est probablement un des plus beaux d'Iran, entouré de calligraphie où l'on retrouve les noms des 12 imams chiites ainsi que ceux des architectes de la mosquée. À Ispahan, même l'accès au bazar se fait par une porte couverte de fresques magnifiques. À l'abri de la chaleur dans des allées voûtées, le bazar est un des plus recherchés d'Iran. Des centaines d'échoppes y rivalisent pour vendre des épices, des bijoux ou encore des tapis. Chaque allée a sa spécialité et son atmosphère. Dans une aile plus feutrée, à l'abri des regards, ce sont les marchands d'or et d'argent qui proposent des bijoux finement travaillés, incontournables pour un mariage. Attenant au bazar, le salon de thé Azadeghan est sans doute un des lieux les plus atypiques d'Ispahan. Des objets anciens ont été accumulés par plusieurs générations de la famille Azadeghan, tant et si bien qu'il en est devenu un musée où l'on fume le narguilé.
Cette façon de fumer du tabac aromatisé avec une pipe à eau a d'ailleurs été inventée par les Iraniens. Le Siosépol est un des autres ponts remarquables d'Ispahan. Avec 33 arches et une circulation à double niveau, avant la conquête arabe, il séparait la ville iranienne de la ville arménienne. De l'autre côté du pont, il faut bénéficier de l'aide d'initiés pour découvrir un des maîtres du tapis d'art d'Ispahan. Akbar Madihi, depuis son plus jeune âge, a fréquenté les maîtres du tapis de la ville pour affirmer son style autour des fleurs qu'il traite avec réalisme et audace sur des cartons qu'il peint lui-même et qui serviront de guide pour le tissage. Il faudra environ 80 cartons et plus d'1 an de travail avant de passer à la fabrication. Dans un des nombreux ateliers dont il dispose, Amir, un des fils d'Akbar, supervise la fabrication d'un tapis de 25 mètres carrés. Pour un tapis de cette taille, dans un atelier ordinaire, ils y passeront, disons, 1 an. Nous, ici, cela peut prendre 3 à 4 ans, et ce, tous les jours, avec des équipes de 10 personnes. C'est un travail très difficile. On doit avoir une foi inébranlable pour réaliser un tel projet. Porté par un amour de notre art, c'est la seule solution pour en venir à bout. Toutes les couleurs sont obtenues à partir de teintes naturelles. Les planches d'Akbar servent de référence. Le travail s'effectue avec une précision remarquable. Il est régulièrement contrôlé par la responsable de l'atelier. Le résultat est à la hauteur des efforts fournis. Ici, dans ce hall d'exposition privé, la famille reçoit les clients intéressés par ses œuvres et capables de dépenser près de 200 000 € pour les acquérir. Nous sommes de retour sur la place Naguejahan, où la mosquée de Jahame Abbasi est un des chefs-d'œuvre de l'architecture perse. L'entrée donne déjà le ton avec 7 nuances de bleu que l'on retrouve dans les mosaïques et la calligraphie. Au-dessus de l'arche en marbre, chaque espace, chaque niche sont travaillés de manière complexe. Toutes ont leur propre décoration. Le Shah Abbas Ier avait débuté les travaux en 1611. Ce n'est que vers la fin de son règne en 1629 qu'il a pu commencer à profiter de son spectaculaire projet. La coupole, haute de 36 mètres, est d'une richesse dans sa décoration tout à fait exceptionnelle. Aujourd'hui, la mosquée sert en particulier pour la prière du vendredi, ce qui explique que la cour principale soit encombrée d'échafaudages visant à protéger les fidèles du soleil. Le palais Ali Kapou était la résidence du Shah Abbas Ier. Il pouvait, grâce à cet imposant bâtiment de 6 étages, profiter d'une vue exceptionnelle sur la grande place.
Mélomane, il avait conçu au dernier étage des salons de musique à l'acoustique particulièrement performante pour l'époque. Plus récent, le palais de Cheikh El Satoun servait sous le règne de Shah Abbas II comme pavillon de détente et de réception. Les pièces d'apparat sont recouvertes de fresques vantant le courage des souverains perses, comme celle qui dépeint la victoire de Nadir Shah sur les Moghols. En ville, rien n'indique de l'extérieur la présence d'un zourané, qui veut dire une maison de force. Il s'agit d'une arène, une sorte de gymnase réservé aux hommes. On y pratique la lutte et la musculation. Cette gymnastique héritée des Persans connaît un renouveau. Tous les engins utilisés se réfèrent à une arme ou entrée à la guerre. Les massues pèsent de 5 à 45 kilos. C'est quelque chose qui a débuté il y a près de 5000 ans. Mais pas comme un sport, plus comme un entraînement. Et il y a environ 3000 ans, avec la multiplication des guerres, ils ont aussi commencé à s'entraîner à l'extérieur avec des chevaux. همستن نگه دارد 14 معصوم پاک نگه دارد نیمه کلام الله مزید دخیل دخیل Lorsque tout le monde est au complet, le moshed, le guide, rythme les échauffements et la musculation. Abel Fazi est un des membres les plus doués de ce zourani. Dans un autre registre, le musée de la musique qui vient d'ouvrir est le résultat d'un travail de fourmi réalisé par des passionnés. Ils ont réussi à réunir plus de 300 instruments traditionnels de la musique persane. Qu'ils appartiennent au patrimoine national ou qu'ils soient issus du folklore régional. Merad, lui-même, est un musicien émérite. C'est le premier musée privé en Iran consacré à la musique. Nous l'avons ouvert il y a 5 mois seulement, mais cela fait des années que l'on rassemble des instruments. Et vous savez, on le fait vraiment par amour de la musique, par l'amour que l'on porte à notre culture et à nos instruments. Merad réunit souvent autour de lui des musiciens considérés comme des maîtres dans leur spécialité. Javad, avec son tombak, est d'une virtuosité et une sensibilité étonnantes. À l'est d'Ispahan, les montagnes du Zagros forment une des principales chaînes de montagnes du pays. Nous sommes en plein territoire Bakhtiar, la plus grande tribu nomade d'Iran. Dans le village de Shelgerd, à 2300 mètres d'altitude, les premières familles viennent d'arriver de leur zone d'hivernage dans le Rouzestan. Le boulanger doit augmenter sa production.
Les hommes portent une coiffe de feutre noir et un manteau de laine beige avec des motifs noirs. Dans la famille de Fariborz, on prépare un hoptorchi, une spécialité à base de fruits secs. Pour le hoptorchi, on fait d'abord revenir des oignons. Ensuite, j'ajoute des amandes, des noix de cajou, des raisins secs, des abricots secs et quelques épices. Dès que la température devient agréable, les familles vivent dehors après des mois d'hiver particulièrement rigoureux. Les vallées fréquentées par les Bakhtiars sont immenses. Eux se sont installés au pied d'un glacier avec leurs troupeaux qui comptent près de 150 bêtes. L'hiver, tout est recouvert d'épaisses couches de neige qui, en ce mois de mai, viennent à peine de fondre. C'est ici que la Kourang, une des plus grosses rivières de la région, vient prendre sa source.